Histoire Lilino, la fille perdue. Lilino était la fille préférée d'un chasseur, qui vivait au bord du lac près de la base des Hautes-Terres, appelée Kououdjou. Dès sa plus tendre jeunesse, elle a été observée comme réfléchie et réservée. Elle passait une grande partie de son temps dans la solitude et semblait toujours préférer la compagnie de sa propre ombre à la société du cercle de la loge. Chaque fois qu'elle pouvait quitter la loge de son père, elle s'enfuyait vers des repères éloignés et des recoins des bois, ou s'asseyait dans une rêverie solitaire sur un haut promontoire rocheux surplombant le lac. Dans de tels endroits, elle s'attardait souvent, le visage tourné vers le haut, longuement à contempler l'air, comme si elle invoquait son esprit gardien et le suppliait d'alléger sa tristesse. Mais au milieu de tous ces repères feuillus, aucun ne s'y dirigeait plus souvent qu'une forêt de pins, sur la rive ouverte, appelée Manitowok, ou le bois sacré. C'était un de ces lieux sacrés qui sont le lieu de villégiature des petits hommes sauvages des bois et des esprits tortus ou fées qui se plaisent aux scènes romantiques. Pour cette raison, sa retraite verte était rarement visitée par les Indiens, qui craignaient de tomber sous l'influence de ses habitants espiègles. Et chaque fois qu'ils étaient contraints par le mauvais temps de débarquer sur cette partie de la côte, ils ne manquaient jamais de laisser une offrande de tabac, ou quelque autre signe, pour montrer qu'ils désiraient bien s'entendre avec les propriétaires du pays des fées. Lilino s'était rendue très jeune dans ce lieu sacré, cueillant des fleurs et des plantes étranges, qu'elle rapportait à ses parents et leur racontait tous les accidents et mésaventures survenus au cours de ses promenades. Bien qu'ils déconseillent ses fréquentes visites à cet endroit, ils ne purent les retenir, car elle était d'un caractère si doux et si délicat qu'ils craignaient de la contrarier. Son attachement au bois des fées grandit donc avec les années. Si elle souhaitait solliciter ses esprits pour lui procurer des rêves agréables ou toute autre faveur de jeune fille, Lilino se rendait au Manitowok. Si son père restait à la chasse plus tard que d'habitude, et que l'on craignait qu'il n'ait été submergé par la tempête ou qu'il ait rencontré quelque autre malheur, Lilino offrait ses prières pour sa sécurité au Manitowok. C'est là qu'elle jeûnait, réfléchissait et se promenait. Elle finit par devenir si absorbée par les pins féeriques que ses parents commencèrent à soupçonner qu'un mauvais esprit l'avait attirée vers leur repère et lui avait jeté un charme auquel elle n'avait pas le pouvoir de résister. Cette croyance se confirma lorsqu'un jour sa mère, qui la suivait secrètement, l'entendit murmurer à quelques compagnons inconnus et invisibles des appels comme ceci: « Esprit des feuilles dansantes », murmura Lilino, entend un cœur palpiter dans sa tristesse. Esprit du ruisseau écumant, visite mon oreiller nocturne, déversant dessus des rêves argentés de ruisseaux de montagne et de ruisseaux de galets. Esprit de la nuit étoilée, conduis mes empreintes de pas vers le rougissant, mal codé, où la passiflore brûlante brille de teinte carmin. Esprit du panache de bois vert, conclut-elle en se tournant avec un regard passionné vers les beaux jeunes pins qui agitaient leur beauté verte. Au-dessus de sa tête, répand sur moi, sur Lilino le triste, ton parfum feuillu, tel que le printemps se déploie des fleurs les plus douces, ou des cœurs qui les uns aux autres montraient leur douleur la plus intime. Esprit. Écoutez. Oh, écoutez la prière d'une jeune fille. Jour après jour, ces étranges communions avec des êtres invisibles éloignaient de plus en plus le cœur de Lilino des simples devoirs de la loge, et elle marchait parmi ces gens, mélancolique et silencieuse, comme un esprit qui les avait visités d'un autre pays. Les passe-temps qui occupaient les moments de folie de ses jeunes compagnes passaient pour elle comme de petits spectacles triviaux dans lesquels elle ne se souciait pas.
Quand les filles des loges voisines se rassemblaient pour jouer au jeu féminin préféré du papou Sekaoaoun, ou du bloc et de la ficelle, devant la porte de la loge, Lilino restait assis là, indifférent, ou entrait si faiblement dans l'esprit de la loge. La pièce pour montrer que cela lui était ennuyeux. Encore le soir, lorsque les jeunes gens formaient un cercle autour de la loge et que le piépé en jigun, ou cuir et eau, passait rapidement de l'un à l'autre, ou bien elle le passait sans essayer de jouer, ou bien si elle prenait une partie, c'était sans effort pour réussir. L'heure de la cueillette du blé était venue, et les jeunes de la tribu étaient rassemblés dans les champs, occupés à cueillir le maïs mûr. Une des jeunes filles, remarquable par sa beauté, avait trouvé une oreille rouge, et tout le monde la félicitait de ce qu'un brave admirateur se rendait à la loge de son père. Elle rougit, et cachant le trophée dans son sein, elle remercia le bon esprit de ce que c'était une oreille rouge et non tordue qu'elle avait trouvée. Bientôt, il se trouva par hasard qu'un homme parmi les jeunes hommes aperçut entre les mains de Lilino, qu'il avait arraché avec indifférence, un des types tordus, et aussitôt le mot « Wagemin » fut crié à haute voix à travers le champ, et tout le cercle fut mis en rugissement. Le voleur est dans le champ de maïs, s'exclama le jeune homme, nommé Yagou, et célèbre dans la tribu pour ses talents de narrateur joyeux. Ne voyez-vous pas le vieil homme se baisser en entrant dans le champ? Ne voyez-vous pas des signes indiquant qu'il s'est accroupi alors qu'il rampait dans l'obscurité? N'est-il pas évident, par cette marque sur la tige, qu'il avait le dos fortement courbé? Vieil homme, sois agile, sinon quelqu'un te prendra pendant que tu prends l'oreille. Ces questions, Yagou s'accompagnaient de l'action d'un homme courbé par l'âge entrant furtivement dans le champ de maïs. Il poursuivit. Voyez comme il se baisse lorsqu'il se casse l'oreille. Nouchka, il semble trembler un instant. Marcheur, sois agile. Ou, il est clair que le vieil homme est le voleur. Il se tourna brusquement vers l'endroit où elle était assise dans le cercle, regardant pensivement l'oreille tordue qu'elle tenait dans sa main, et s'écria. Lilino, le vieil homme est à toi. Les rires résonnaient joyeusement dans le champ de maïs, mais Lilino, jetant sur le sol l'épi de maïs tordu, s'éloigna pensivement. Le lendemain matin, le fils aîné d'un chef voisin est venu chez son père. Il était assez avancé en âge. Mais il jouissait d'une telle renommée dans les combats, et son nom était si célèbre dans la chasse, que les parents l'acceptèrent comme prétendant à leur fille. Ils espéraient que ses brillantes qualités détourneraient les pensées de Lilino de ce pays des esprits où elle semblait avoir entièrement dirigé ses affections. C'était le fils de ce chef que Yagou avait représenté comme le preneur de maïs, mais, sans objection à son âge ni donner aucune autre raison, Lilino déclina fermement ses propositions. Les parents attribuèrent l'hésitation de la jeune fille à la peur de la jeune fille, et ne prêtant plus attention à son refus, ils fixèrent un jour pour la visite nuptiale à la loge. Le jeune guerrier se présenta à la porte de la loge et Lilino refusa de le voir, informant en même temps ses parents qu'elle ne consentirait jamais au mariage. Elle avait eu l'habitude de passer beaucoup de ses heures dans son lieu de retraite préféré, sous un jeune pin à large cime, dont les feuilles murmuraient à chaque vent qui soufflait. Mais surtout dans ce doux murmure de l'air à l'heure du soir, cher aux amoureux, quand le crépuscule s'approche. Elle s'y rendit alors, et, tout en s'appuyant pensivement contre le jeune pin, elle crut entendre une voix qui s'adressait à elle. Au début, ce n'était guère plus qu'un soupir. Bientôt, cela devint plus clair, et elle l'entendit distinctement murmurer,
Jeune fille. Ne me considère pas comme un arbre. Tu t'appuies sur ma poitrine, Lilino. Appuie-toi là pour toujours et sois en paix. Fuis les hommes qui sont faux et cruels, et quitte le tumulte de leurs conflits poussiéreux, pour cette ombre tranquille et solitaire. Sur toi je jetterai mes bras, plus beau que le toit de la loge. Je respirerai un parfum comme celui des fleurs sur ton heureux repos du soir. Dans mon canot d'écorce je te transporterai sur les eaux du lac bleu ciel. Je décorerai les plis de ton manteau avec les derniers rayons du soleil. Viens, et sur la montagne vagabonde en liberté une fée lumineuse avec moi. Lilino s'abreuva d'une oreille avide de ces paroles magiques. Son cœur était réparé. Aucun fils de guerrier ne devrait lui serrer la main. Elle écoutait dans l'espoir d'entendre la voix aérienne parler davantage. Mais il répétait seulement « Encore. Encore. » et a complètement cessé. La veille du jour fixé pour son mariage, Lilino se parait de ses plus beaux vêtements. Elle arrangea ses cheveux selon la mode de sa tribu et mit tous ses ornements de jeune fille de manière magnifique. C'est avec le sourire qu'elle s'est présentée devant ses parents. « Je vais, dit-elle, rencontrer mon petit amant, le chef du Plume Verte, qui m'attend au bosquet des esprits. » Son visage rayonnait de joie, et les parents, prenant ce qu'elle avait dit comme sa propre manière fantaisiste d'exprimer leur acquiescement à leur projet, lui souhaitèrent bonne chance pour cette heureuse rencontre. « Je pars, continua-t-elle en s'adressant à sa mère alors qu'il quittait la loge. Je pars chez celui qui a veillé sur mon enfance et gardé ma jeunesse. Qui m'a donné des médicaments quand j'étais malade et préparé ma nourriture quand j'étais malade. Je viens d'un père qui a parcouru la forêt pour me procurer les meilleures peaux pour mon vêtement, et qui a tenu sa hutte approvisionnée du meilleur butin de la chasse. Je viens d'une hutte qui a été mon abri contre les tempêtes de l'hiver, et mon bouclier contre les chaleurs de l'été. Adieu, mes parents. Adieu. » En disant cela, elle courut plus vite que personne ne pouvait la suivre jusqu'à la lisière du bois des fées, et en un instant elle fut perdue de vue. Comme elle s'était souvent ainsi retirée de la loge, les parents n'avaient pas peur, mais attendaient son retour avec confiance. Les heures suivaient les heures, tandis que les nuages du soir s'amoncelaient à l'ouest. L'obscurité est venue, mais aucune fille n'est revenue. Avec des torches, ils se précipitèrent vers le bois, et bien qu'ils éclairassent chaque recoin sombre et chaque obscurité feuillue, leur recherche fut en vain. Lilino était introuvable. Ils appelèrent à haute voix son nom en se lamentant, mais elle ne répondit pas. Les soleils se levaient et se couchaient, mais jamais plus dans leur lumière les yeux des parents endeuillés ne contemplèrent la forme perdue de leur enfant bien-aimé. Leur fille était effectivement perdue. Aucune langue mortelle ne pouvait dire où elle avait disparu. Bien qu'il se soit trouvé par hasard qu'un groupe de pêcheurs, qui pêchaient du poisson près de Spirit Grove, ait aperçu quelque chose qui semblait ressembler à une figure féminine debout sur le rivage. Comme la soirée était douce et les eaux calmes, ils tirèrent prudemment leur canot vers la terre, mais le léger ondulation de leurs rames provoqua l'inquiétude. La silhouette s'enfuit en toute hâte, mais ils purent reconnaître à sa forme et à son vêtement, alors qu'elle remontait la berge, la fille perdue, et ils virent les plumes vertes de sa fée amoureuse onduler sur son front alors qu'il glissait légèrement à travers la forêt de jeunes pins. Point. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner,
pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.